Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous d'ITV de son 19h45. C'est l'heure des principales informations qu'on vous y délivre proprement et sans fioriture. Voici la colonne vertébrale de ce journal. Une journée tendue à Mbour aux abords du quai de pêche où des scènes d'intifada ont eu lieu entre les pêcheurs et les forces de l'ordre en déplorant blessés et des dizaines d'arrestations. La tension est provoquée par la construction d'un quai de pêche dont l'opportunité est contestée. Le ministre de la Pêche a pris la décision d'arrêter les travaux. Le franc CFA vit ses ultimes moments. Son arrêt de mort a été acté ce week-end à compter de juillet 2020. On n'en parlera peut-être plus. L'Écho va devoir le supplanter. Les Sénégalais sont partagés sur son impact. Quant aux économistes, ils sont profondément divisés et vont jusqu'à brouiller ceux qui les écoutent. Les nouvelles de fin d'année sont horribles pour Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est visé par un mandat d'arrêt pour tentative de déstabilisation du pays et détournement de fonds publics. Il est pour le moment à l'étranger. Enfin, l'invité du lundi, Mabousso Thiam, chef d'entreprise et spécialiste des questions économiques et financières, qui nous parlera de l'impact réel de l'éco dans les pays qui ont fait le choix d'une nouvelle monnaie. Le développement de ces titres dans un court instant. Le poisson pourri par la tête, on l'a vu à Mbour, la journée a été donc pourrie également sur place par des scènes de complète violence. Au niveau de son quai de pêche, il semble que les pêcheurs soient remontés par un projet de construction d'un second quai sur un site qu'ils utilisent déjà. Il y a des blessés ainsi que des interpellations après les violences. Au quartier Tefes, on ne veut pas entendre parler de construction de quais. Les gens de la mer disent ne pas en avoir besoin. Le porte-parole des pêcheurs a confirmé l'arrestation ou les arrestations et demande qu'on libère immédiatement ses camarades. Le ministre de la Pêche a décidé de la suspension des travaux de construction de ce fameux quai de pêche jusqu'à nouvel ordre. D'après Alioune Ndoye, la décision est prise pour apaiser le climat de tension qui prévaut là-bas et il se dit ouvert aussi au dépaysement du projet controversé pour sortir rapidement de la crise. Il s'est exprimé au micro de Alioune Kane. C'est l'État qui assure notre sécurité. De lever ce point pour nous permettre, nous, au niveau du ministère, d'apprécier. Et j'ai dit aux acteurs, s'il était nécessaire, l'État verra comment déplacer ce projet ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est demandeur de ce projet. Tout le monde. Et ce sera une grosse perte pour les acteurs de la pêche de Mbour. Il faudra en ce moment que ceux-là qui sont allés raconter de fausses informations, ils puissent regarder leur population en face et assumer cette responsabilité. Parce que nous n'allons pas quand même perdre notre temps alors que nous, pour nous, on s'est levé pour construire et travailler pour des gens. Je travaille pour toi, je dois te combattre pour le faire. Ce n'est pas acceptable. Vous en conviendrez avec nous. Donc voilà en résumé la situation où, je demande au préfet, ils l'apprécieront aussi. Parce que quand même, il n'est pas acceptable que des Sénégalais pensent pouvoir faire justice jusqu'à blesser d'autres Sénégalais comme eux. Qu'il s'agisse de policiers, qu'il s'agisse de civils. Et c'est arrivé aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Force reste à la loi. Le policier, c'est lui qui a la puissance légale avec lui. Il est là pour nous protéger. Ils sont venus pour protéger un entrepreneur qui réalise un projet pour les pêcheurs de Mbour. On construit un quai de pêche. On ne construit pas d'usine à poissons, ce n'est pas vrai.
Et il faut redouter que tous ces projets soient définis et imaginés du jour au lendemain sans aucune concertation, parce qu'il y a haro aussi sur les usines qui transforment le poisson en farine et qui poussent comme des champignons aux quatre coins du pays. Les femmes transformatrices semblent ulcérées par la nouvelle donne que rien n'est en mesure d'arrêter pour le moment. Ces femmes en colère ont donc envoyé des messages de détresse à la presse. Voici ce que nous en dit Alioune Kane. Ces femmes affiliées au GIE And Liggéey se disent outrées par l'implantation des usines de farine de poisson qui tuent, d'après elles, leurs activités. loolu gàllankoor suñu liggéey dégg ñëpp xam nañ ko muy usine farine de poisson yi nga xamante ne tey. Les usines de production de farine de poisson nous causent beaucoup de dommages. Nous ne parvenons plus à vivre de nos activités parce que nous utilisons les mêmes produits que ces usines-là et ces usines ont fini par nous arracher tout ça. Et donc nous ne pouvons plus travailler. Et c'est vraiment déplorable. Nos autorités doivent réagir. Vous savez, ce qui est inquiétant dans toute cette histoire-là, c'est que les femmes transformatrices des produits halieutiques ont la charge de la famille maintenant. C'est nous qui faisons tout. Imaginez que nos activités meurent. C'est toute une famille qui est en difficulté. Li ñu daan am ci revenu amatuñ ko tey ñun ñoo doon jàpp ci kër yi pour di assurer dépense ba ci kër ga. D'autres risques sanitaires s'ensuivent. Fépp fu usine bi tàkk tey sa wàllu wér-gu-yaram am nga jafe-jafe bu rëy a rëy. Et en plus de ces difficultés d'ordre économique, nous sommes confrontés à des problèmes de santé parce que ces usines-là dégagent des produits toxiques très nuisibles pour la santé. Et tout le monde le sait, surtout là où nous sommes en train donc de vous parler. yaakaar naa ne fépp fu am tey usine xam nga ko rawatina barab bi. La vie n'est donc pas un long fleuve tranquille. Les incidents ainsi que les incendies sont presque une fatalité dans nos vies. Devant l'école privée catholique Hyacinthe Thiandoum, 2 bus appartenant à l'institution ont pris feu en début d'après-midi alors qu'ils étaient stationnés et sans occupants. Heureusement, les véhicules ont été totalement ravagés par les flammes avant que n'interviennent les soldats du feu. C'est donc la dernière monnaie coloniale en cours dans le monde. Elle existe depuis 1945 par le seul fait du général de Gaulle. Elle est aussi imprimée en France, à Clermont-Ferrand. Le franc CFA porte les germes de son propre rejet par les Africains. Les pays de l'UEMOA ont donc décidé d'y mettre fin en adoptant l'éco en juillet 2020. Les Sénégalais sont aujourd'hui très partagés. Il faut hâter le pas en jetant le franc CFA complètement dans les poubelles de l'histoire, disent certains. Et pour d'autres, c'est un changement cosmétique dans la continuité. Voici le sujet de Omar Khan et Moussa Fall. Sortir du franc CFA pour l'éco, certains Sénégalais ne demandent que ça. Ils sont très enthousiastes à l'idée d'une monnaie unique africaine. Je suis vraiment très content à l'idée de changer le franc CFA parce que le franc CFA est une monnaie qui appartient aux Français. Et ça, c'est connu de tous. Un enthousiasme que partage ce Congolais qui attend avec impatience la monnaie éco. Selon moi, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, les pays africains ont besoin effectivement de marcher seuls. Les francs CFA, on sait très bien que par rapport à sa naissance, là, au départ, ce sont des francs congolais, des francs de la colonie française. Parce qu'aujourd'hui, là, les pays africains ont donc besoin d'évoluer seuls. Dans la lancée où aujourd'hui s'il y a l'initiative donc de créer des monnaies des pays africains, c'est pas mal parce qu'aujourd'hui ils vont savoir donc comment gérer leurs fonds eux-mêmes, comment les créer peut-être eux-mêmes parce que normalement la fabrication des francs CFA c'est pas en Europe, il paraît. Maintenant là, si c'est l'éco, ça va être créé en Afrique et ils auront donc la gestion par eux-mêmes. Donc c'est une très bonne chose. Cet étudiant, lui, est moins emballé. À défaut d'avoir des garanties, il préfère continuer à compter en francs CFA.
Moi, je pense qu'avec le franc CFA, on parvient à régler nos affaires. Il n'y a pas de problème, l'argent circule normalement. Non, pour le moment, je suis pour qu'on garde la monnaie franc CFA. Et maintenant, en fonction des points de vue et des solutions à apporter, et plus d'éclaircissements sur la monnaie qu'ils ont prévue, je pense qu'on verra comment faire. Mais pour le moment, on peut maintenir le franc CFA parce que tout va bien avec le franc CFA. Ce septuagénaire informaticien à la retraite, lui, n'attend rien de l'écho. Pire, il reste sceptique quant à l'effectivité de l'arrivée de cette monnaie. Même pour nous changer, ça ne va rien changer. Ce sont les pays africains, même eux-mêmes, qui ne vont pas se mettre d'accord. Les Français, là, ils sont extrêmement forts. Ils vont s'arranger pour faire en sorte que, justement, certains ne vont pas d'accord. Ensuite, on va reculer l'échéance. On dit 2020. Depuis quand on dit... chaque année, on te dit une année de plus. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si la monnaie unique africaine ECO a du mal à voir le jour, dans les pays africains, de plus en plus des mouvements de contestation se dressent contre le franc CFA. La ville de Diamniadio doit en définitive servir à désengorger Dakar qui est totalement saturé par les temps qui courent et dans les prochaines années, le Sénégal voudrait faire partie des pays leaders en termes d'innovation technologique. Une stratégie numérique dans ce sens a été imaginée. C'est un portefeuille d'une 60aine de projets qui impliquent des financements qui seront ultra importants. L'un des versants majeurs sera la construction d'un parc des technologies dans la nouvelle ville de Diamniadio avec le concours de la Banque africaine de développement. La ministre chargée des télécommunications en a livré tous les tenants et aboutissants. On va voir le sujet de Mamadou Bipa Sissoko et Augustin Manda. Ce film montre le déroulement de différents projets dans le secteur numérique. L'un des projets phares, la création d'un parc de technologie numérique à Diamniadio, financé à hauteur de plus de 40 milliards par la Banque africaine de développement. Ce projet se situe à Diamniadio sur un espace de 24 hectares. Le fonctionnement est prévu en 2021, le début. Il comprend la construction et l'équipement de 3 tours pour les entreprises TIC, la construction et l'équipement des bâtiments annexes, à savoir des centres BPO, un centre BPO, un centre de recherche, un centre d'incubation, un centre de production audiovisuelle, des bâtiments administratifs, ainsi qu'un centre de formation. Le lancement des travaux de ce parc est prévu le 30 décembre prochain. Les différents projets entrent dans le cadre d'un plan stratégique visant à faire du Sénégal un des 7 pays leaders dans l'innovation technologique d'ici à 2025. Pour atteindre cet objectif, les services de l'État ne seront pas en reste grâce à leur numérisation qui sera assurée par le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Ce programme permet à notre système administratif de mieux répondre à ses missions de service public et de développement, le but étant simplement de donner à l'administration un rôle moteur dans le processus de l'émergence. À ce titre, ce processus sera complété par la dématérialisation des démarches administratives en cours de mise en œuvre et permettra d'améliorer l'efficacité et la synergie au niveau de l'administration publique et surtout, je dirais, de réduire de 50% la facture de l'État, c'est-à-dire les charges associées aux services administratifs. La sécurisation de tout ceci est une priorité. Le ministère a pour ambition de faire du Sénégal un cyberespace de confiance en partenariat avec la Commission de protection des données personnelles. Dans cette même optique, la valorisation du nom de domaine .sn est un objectif. Aujourd'hui, l'ambition du ministre de l'économie numérique et des télécommunications est de promouvoir le .sn. Promouvoir le .sn, c'est prendre les mesures idoines pour que son utilisation puisse être intégrée par nos entreprises et par la population.
C'est-à-dire au lieu d'aller acheter des .com, des .net, des .org et autres, qu'au niveau du Sénégal, que les gens utilisent le plus souvent possible le .sn. Cette stratégie numérique pour l'horizon 2025 aura un coût total de 1 361 milliards. Plus de 30 000 emplois seront créés et elle va contribuer au PIB à hauteur de 10% selon le ministre. La résilience des femmes est à la hauteur de leur capacité d'indignation. La plateforme dénommée Jigéen continue alors à s'émouvoir du manque d'ambition et de toutes les faiblesses du projet de loi visant à criminaliser les faits de viol. Adopté en Conseil des ministres, le dit projet est aujourd'hui vertement dénoncé par les organisations féminines, mais leur ardeur pourrait être rapidement douchée si l'on en croit cet enseignant-chercheur qu'on va entendre. Il fait savoir que le viol reste un délit s'il n'est pas accompagné de faits aggravants. On l'écoute avec Moussa Fall et Omar Khan. Il y a certains faits qui sont criminalisés et il y a certains faits aussi qui restent sous le coup d'un délit conformément à l'exposé des motifs qui consacre ce projet de texte. Lorsque le viol, par exemple, est accompagné de certaines circonstances aggravantes, la loi, plus ou moins, propose des peines qui sont considérées comme des crimes parce que c'est une réclusion criminelle pouvant aller de 10 à 20 ans lorsque le viol est accompagné de certains faits aggravés. Ce qu'il faut dire, c'est que la loi de 1999 ne considérait que le viol comme crime lorsque, plus ou moins, le viol était suivi d'un assassinat. Et ces spectres-là qu'on a un peu rallongés qui constituent l'avancée majeure de ce projet de texte. Ce qu'il faut dire, c'est que le principe, c'est que le viol reste délictuel pour l'instant. Je veux pour preuve l'exposé des motifs qui dit que tout simplement, on criminalise certaines formes de viol. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale est dans de beaux draps. Les autorités ivoiriennes ont émis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics. Soro était en route pour Abidjan, mais s'est fixé à Accra, au Ghana, pour échapper à une éventuelle arrestation. En Algérie, la mort du général Ahmed Gaïd Salah, ci-devant chef d'état-major de la puissante armée algérienne. À 79 ans, il a été terrassé par une crise cardiaque. C'est lui qui avait demandé qu'on déposât Abdelaziz Bouteflika avant de superviser la période de transition jusqu'à la dernière élection du 12 décembre, remportée par Abdelmajid Tebboune. Enfin, en Arabie, 5 condamnations à mort ont été prononcées pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul dans des conditions parfaitement atroces. C'était en octobre 2018. On dit d'ailleurs qu'il a été tué là-bas, puis démembré. Retour chez nous, l'Écho va donc démonétiser le franc CFA, objet de tous les rejets de la part de beaucoup de segments dans les sociétés africaines. Le groupe E-Media a consacré hier un large débat à cette actualité grande, donc actualité du CFA à l'Écho, a aussi charrié la peur de la survenue d'une autre dévaluation après 1994. Les économistes disent tout et son contraire actuellement. On voit le sujet de El Hadj Malick Cissé. Le passage du CFA à l'ECO va-t-il entraîner forcément une dévaluation? Chérif Salif Sy clarifie et précise. La monnaie, c'est d'abord un problème juridique et de souveraineté. L'économiste est tout simplement favorable à une dévaluation. Je m'explique, oui, je suis favorable à une dévaluation. L'empire monnaie, c'est pour ça que les Nigérians se battent pour une monnaie flexible. C'est ça, autrement ils sont perdus. Le Nigeria est un grand pays agricole. Je crois que c'est ça. Une monnaie flexible, ça donne la possibilité d'utiliser
utiliser la monnaie, plutôt les dévaluations, comme instrument de politique économique. Moubarak Loh, économiste, statisticien, ne partage pas cet avis. Pour lui, rien ne justifierait la dévaluation du franc CFA, comme pour dire tout sauf la dévaluation. On ne va pas donc dire que ces pays-là ne marchent pas. Donc aujourd'hui, rien ne justifierait, et ça, je pense qu'il faut qu'on soit ferme là-dessus, une dévaluation du franc CFA. Et d'ailleurs, en 1994, quand on a dévalué, on n'a jamais eu ce qu'on appelle la courbe en J. Chérif Salif Sy et Moubarak Loh, chacun campe sur sa position entre monnaie flexible, réforme structurelle et croissance de rattrapage. Quand je dis que je suis pour la dévaluation, compte tenu du fait que les pays n'ont pas le même poids, ça me paraît important. Mais il n'y a pas un segment, personne ne peut citer un segment de l'économie mondiale sur lequel nous avons une compétitivité. La Côte d'Ivoire, chaque année, fait des taux de croissance de plus de 7%. Si c'était fait une année ou deux, surtout après la sortie de la crise, on pourrait parler de rebond. Parce que la Côte d'Ivoire a connu une décennie perdue. 2000-2010, ça a été une décennie zéro. Comme on dit, l'économie a connu beaucoup de difficultés. Donc la Côte d'Ivoire a redémarré. Pour rappel, la dévaluation de 1994 devait stimuler les exportations et freiner les importations, mais également réduire les déficits budgétaires. Ce soir, nous recevons Mabousso Thiam pour aborder un grand sujet d'actualité, en l'occurrence le franc CFA. Bonsoir, M. Thiam. Bonsoir, M. Gueye. Merci donc de répondre à notre invitation. C'est acté, l'écho va arriver avec 3 réformes importantes. C'est la fin de la centralisation des réserves de change, le retrait des instances de la BCEAO de la France, ainsi que le changement de nom. Est-ce que vous jugez cela comme de grands bouleversements et qu'est-ce que cela va impliquer? Disons que c'est une réforme. C'est une réforme après un franc CFA qui a plus de 75 ans et ça fait des décennies que les discussions étaient pratiquement impossibles sur le sujet. Ce n'est que récemment qu'il a été possible d'élaborer un peu sur cette question en n'étant pas trop agressé. Disons que c'est une réforme. C'est une réforme en ce sens que on enterre les 2 plus grandes incongruités du système. La première, c'est la centralisation des réserves de change dans le Trésor français. Je crois que tout le monde a toujours été choqué par cela, d'autant plus que cette centralisation avait pour but de garantir le franc CFA. Or, on sait que ce compte d'opération a toujours été structurellement créditeur. En d'autres termes, cette garantie n'a jamais fonctionné, sauf pendant quelques petits mois en 1993, à l'époque où on voulait contraindre nos pays à la dévaluation. Donc, cette garantie, elle est psychologique, elle n'a jamais été sur le plan économique, elle n'a jamais été utilisée. Et maintenir 50% des réserves de change pour une garantie qui n'a jamais fonctionné, je crois que quelque part, tout le monde admettra que c'était un peu un non-sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer facilement les réserves de change? Les réserves de change, c'est les devises qu'accumule un pays au fur et à mesure qu'il exporte. Et c'est quelque part aussi une contrepartie de l'émission monétaire. Donc vous devez conserver un certain volume, mais 50% c'est beaucoup trop. Une couverture à 20% aurait probablement largement suffi, mais on nous obligeait à garder au moins 50% dans le Trésor, dans les livres du Trésor français, en contrepartie de quoi le Trésor français aurait appuyé les États de l'UEMOA s'ils avaient eu besoin de devises, ce qui n'est pas le cas. Ouais, et cet argent-là, c'est des milliers de milliards, semble-t-il. Ah, mais ce sont des sommes qui sont colossales, et je crois que un des grands défis, ça va être de savoir maintenant comment nous allons pouvoir utiliser ces ressources. Mais enfin, on a du mal à comprendre qu'on mobilise des ressources aussi importantes dans les livres du Trésor français et que dans le même temps, nos pays s'endettent pour financer un certain nombre de projets de développement. Ça, c'est la première incongruité. La deuxième incongruité, c'est effectivement la présence de représentants de l'État français dans la gouvernance de la monnaie ouest-africaine. Ça, c'était pas acceptable. Maintenant, le changement de nom, pour le moment,
C'est un changement qui est cosmétique. Nous allons voir après ce qu'il va y avoir dedans. Et vous savez l'origine de l'écho, ça vient d'où? Vous avez des informations? Je crois que c'est un concours qui avait été lancé par la CEDEAO, qui en anglais s'appelle ECOWAS. Je pense que c'est un peu ça l'origine. Mais bon, le changement de nom en lui-même ne signifie rien. Et je dois vous dire que j'ai quand même une petite inquiétude parce qu'on avait annoncé pour 2020 la création de la monnaie commune justement de la CEDEAO. L'UEMOA en est membre, mais il y a beaucoup d'autres pays, dont le Ghana et le Nigeria, qui en sont membres. Et je ne sais pas, cette précipitation qu'il y a eu à annoncer en 2019, cette réforme dans la zone UEMOA, je ne sais pas si c'est pour bien préparer l'éco-CEDEAO ou si c'est une manière de court-circuiter un peu ce qui est en train de se passer. L'avenir nous le dira. Très bien. Et concrètement, qu'est-ce que l'arrivée de l'éco va pouvoir changer dans les économies africaines, en fait, des pays concernés? Est-ce qu'il y aura plus de travail? Est-ce qu'il y aura moins de chômage? Est-ce que les gens seront plus heureux? Honnêtement, il ne faut pas qu'on essaie de faire jouer à la monnaie un rôle plus important qu'il ne l'est. La monnaie en elle-même ne va rien révolutionner. Par contre, elle peut accompagner des politiques qui, elles, sont plus orientées vers la lutte contre la pauvreté, vers le chômage, même si je n'aime pas beaucoup ce concept de lutte contre la pauvreté, je le trouve un peu méprisant. Je préfère qu'on parle de développer un peu nos pays. Mais ça ne va pas créer la révolution. Ça ne va pas créer la révolution. Ce que je crois sincèrement, c'est qu'il est plus que temps, après toutes ces années d'indépendance, qu'on ait une monnaie dans laquelle on ne puisse plus être accusé de cogestion avec la France ou avec un autre pays. Honnêtement, c'est insupportable. Très bien. Voilà, autre question. Est-ce qu'on a le sens des priorités ici? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord régler les symptômes que nous développons ici en Afrique, les phénomènes de corruption, de malgouvernance et d'état de droit, plutôt qu'une monnaie? Est-ce qu'on a, selon vous, inverser les priorités? Non, on n'a pas inversé les priorités parce que tout cela va ensemble. Et dans le cas de la gestion d'une monnaie, la qualité de la gouvernance est une question qui est absolument centrale. Vous avez besoin d'une monnaie qui soit gérée par des professionnels, où les décisions ne soient pas prises sur des bases politiques. Donc c'est extrêmement important que demain, dans le cadre du développement de l'éco, les instances, la banque centrale, etc., et l'autonomie, qui est la sienne actuellement, pour pouvoir travailler en profondeur et faire en sorte que les changements nécessaires arrivent. Tout est lié. Et les économistes également parlent du respect des critères de convergence. C'est la dette, c'est la maîtrise de l'inflation, c'est une bonne gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, ces critères de convergence? Ces critères de convergence, ce sont des mécanismes où on dit sur un certain nombre d'aspects, la dette, l'inflation, la tenue des finances publiques, le déficit budgétaire, etc. On dit, voilà, un État est à peu près bien géré parce que sur le plan monétaire, vous ne pouvez pas intégrer des pays qui ont des critères de convergence qui sont totalement différents, parce que ça crée plus de problèmes que ça n'en règle. Lorsque vous prenez par exemple des pays qui aujourd'hui ont 12, 13, 14% de taux d'inflation, les faire rentrer dans la zone UEMOA, ce serait extrêmement compliqué. Dans le même temps, il va falloir qu'on apprenne de ces pays un certain nombre de choses. Je crois que c'est un long processus, mais je crois qu'on aurait tort de penser qu'il s'agit d'un processus technique. Je pense que c'est d'abord et avant tout un processus qui est politique et qui consiste à dire nous voulons une monnaie avec le maximum d'États possible. Nous voulons faire en sorte que nous ayons un marché qui soit un vrai marché. Et dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, vous ne pouvez pas ignorer le Nigeria. C'est impossible. Oui, et vous connaissez également bien la Banque centrale, la BCEAO. Quel sera son rôle dans cet écosystème? Son rôle sera le rôle qui est aujourd'hui le sien, qui consiste à veiller, à définir une politique monétaire qui soit en accord avec les politiques budgétaires, les politiques économiques au sens large, veiller à la surveillance de la réglementation bancaire, mais je pense que petit à petit, c'est ça l'intérêt de l'intégration, c'est faire venir d'autres pays qui ont d'autres expériences sur lesquelles, par exemple, ils sont plus en avance que nous. Je ne parle pas des cas où on a un peu d'avance, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir là où les gens sont meilleurs. Lorsque l'on prend par exemple les pays anglophones,
Dans l'intermédiation financière, ils sont bien meilleurs que nous. Quand vous prenez le cas des banques, par exemple, au niveau du Kenya, 9 transactions sur 10 sont faites sur la base d'Internet. Très bien. Et la France, dans tout ça, elle a été acculée ou elle est devenue plus raisonnable, selon vous? Honnêtement, ce n'est pas trop mon problème. Je n'ai pas envie trop de m'attarder sur ce genre de considérations, même si il y a eu dans le passé des boutades intéressantes. Aliko Dangote a toujours dit qu'il y avait en Afrique de l'Ouest 2 pays, le Nigeria et la France. Je pense que c'est important quand même qu'on se dégage un peu de cette image. Il voulait dire que la France avait une prégnance très forte sur les pays francophones. Très bien. Que vous ne retrouverez pas dans les pays anglophones vis-à-vis de l'Angleterre. Voilà, le temps est terminé. Est-ce que vous pensez que les États concernés seront prêts en juillet 2020? Pourquoi faire? Les pays de l'UMOA? Oui. Oui. Les autres? Je ne sais pas. Je voulais juste terminer en vous disant la chose suivante. J'ai beaucoup de réserves sur l'écho. Non pas que j'en veuille pas, mais c'est un processus qui est lancé depuis 1960. Et depuis 1960, c'est toujours reporté à l'année suivante. J'aimerais que ça se fasse en 2020, mais j'y crois pas. Merci beaucoup, M. Thiam, d'avoir répondu à notre invitation ce lundi après-midi. Merci. Ce lundi soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, ce journal est terminé. Nous vous retrouvons demain et bonsoir.